Bonjour à tous les mélomanes. Lettre mélomane 2022-06. Alors 4 œuvres ce mois-ci, très différentes, dont une œuvre essentielle par laquelle nous allons commencer. Alors il s'agit de Kishi Koichi 1909-1937, un concerto pour violon datant de 1933. Concerto absolument magnifique, sublime et éblouissant, qui compte certainement pour moi parmi les meilleurs du genre, même de toute la musique. Aucun qualificatif n'est certainement trop élogieux pour caractériser cette œuvre, car on y trouve tout ce qu'un concerto moderne, au sens positif du terme, peut comporter: originalité, maîtrise de la composition, élaboration, subtilité, etc. Kishi utilise en particulier magistralement les superpositions complexes de registres instrumentaux, et ceci dans la plus parfaite congruence, ce qui contraste avec un certain nombre d'œuvres, même la plupart des œuvres modernes du XXe siècle, qui au contraire sont très incongruentes. Légèreté, souplesse et très peu d'effets de puissance. Alors sur le plan des influences, eh bien, on pourrait discerner une ambiance rhapsodique qui est légèrement perceptible et qui mêle des sonorités diverses, extrême-orientales, des sonorités parfois russes, un peu de cigane ou même ibérique, et tout cela se confond dans une sorte de syncrétisme rhapsodique. Alors également, Kishi mêle très bien les parties rapides et les parties lentes dans un même mouvement, et en particulier dans le premier mouvement, c'est-à-dire qu'il apporte une très grande diversité rythmique dans chaque mouvement. Alors quelques réminiscences du Sacre du printemps, parfois la magie de Rimsky-Korsakov, et sur le plan de la virtuosité, eh bien, des sonorités voilées, mais aussi des passages rapides qui sont d'une très rare fulgurance, et en particulier une grande cadence centrale qui est développée dans le premier mouvement. Alors également, ce troisième mouvement bénéficie d'une thématique très bien caractérisée. Celle du second mouvement, en revanche, apparaît peut-être moins nette, mais elle reste suffisante pour maintenir l'intérêt pendant tout le mouvement. Donc au final, eh bien, il s'agit d'une œuvre pour moi essentielle dans le genre concertant et moderne, qui s'impose absolument aux mélomanes. Alors on peut remarquer que dans l'école japonaise à laquelle appartient Kishi, il y a très peu d'œuvres tonales au XXe siècle, tout au moins dans ce dans ce que le mélomane peut écouter, de ce qui est médiatisé, et ceci contrairement à ce qu'il en est de la musique chinoise. Voilà donc cette œuvre, eh bien, je n'hésite pas à la classer parmi les 70 ou 80 œuvres majeures répertoriées parmi les meilleures sur critiquemusicale.com. Nous poursuivons avec Nikolaeva Tatiana, 1924-1993, un concerto pour piano, concerto numéro 1, 1951. Alors, contraste important avec l'œuvre précédente, il s'agit d'une œuvre moderniste au sens négatif du terme, comme il en existe malheureusement beaucoup au XXe siècle, c'est même l'essentiel. Alors, sans verser dans la provocation, ce concerto moderne est tout de même une suite quasi ininterrompue de dissonances gratuites, et même le second mouvement qui parfois donc chez les compositeurs qui sont dans le registre moderne, eh bien, échappe à ces caractéristiques, et bien ici il n'en est rien. Et le troisième mouvement, lui, va surajouter un mélodisme ultra simpliste à ces cacophonies. Donc voilà, en ce qui concerne ce concerto,
et c'est presque un condensé de tous les marqueurs négatifs du modernisme. Et c'est tout ce que nous dirons de cette œuvre. Ottorino Respighi, 1879-1936, Trittico Botticelliano pour orchestre, P151. Alors, Respighi, d'après les œuvres que je connais de lui, apparaît comme un compositeur très contradictoire, et j'avoue ne pas toujours parvenir à le cerner. Alors, je le trouve relativement médiocre dans une série d'œuvres symphoniques qui me paraissent de conception assez simpliste, mais pas du tout moderne, au sens négatif du terme, cependant. Et je n'arrive pas à comprendre comment ces œuvres ont pu obtenir une certaine célébrité, comme par exemple les Pins de Rome. Et au contraire, eh bien, Respighi paraît magistral dans quelques œuvres concertantes pour piano. Alors la fantaisie slave, et surtout son concerto, datant de 1902, qui est à mon sens un des plus étonnants du genre qui était écrit, notamment par la complexité compositionnelle, donc contraste avec des œuvres symphoniques qui sont beaucoup plus simples. Alors il semble qu'avec Respighi, on soit un peu dans le mode du tout ou rien. Alors on va voir ce qu'il en est de ce triptyque pour orchestre. Alors c'est une œuvre, à mon avis, d'une inspiration très relative, qui représente surtout une démonstration rhétorique et qui témoigne des différents styles dont le compositeur a pu subir l'influence. Cependant, à mon avis, il ne valorise pas ses influences. Alors le premier tableau, la Primavera, alors dans son introduction extrême aiguë au violon et à la flûte, pourrait rappeler certains effets vivaldiens. Le second mouvement, l'Adorazione dei Magi, semble porter la marque de Rimsky-Korsakov par son atmosphère orientale notamment, et on y trouve un peu quelques réminiscences de Scheherazade dans la mélodie chromatique à la flûte et au violon. Alors la troisième partie maintenant, la Nascita di Venere, se rapprocherait plutôt par le traitement chromatique de la flûte de Debussy dans le prélude à l'après-midi d'un faune, par exemple. Et cette partie se termine curieusement par un crescendo qui me paraît vraiment peu lyrique, mais bien construit instrumentalement. Donc une œuvre au total qui ne peut pas tellement émouvoir, qui est fait de briques et des brocs, et qui pourrait satisfaire peut-être à la rigueur des esthètes purs. Alors au total, c'est pour moi la première partie qui comporte les passages les plus intéressants. Nous continuons avec Zrinski Arvid, 1905-1993, un concerto pour piano-orchestre datant de 1946. Alors un concerto moderne qui comporte néanmoins quelques belles parties lorsque le compositeur évite les dissonances gratuites. C'est toujours le même problème quand il s'agit de composition moderne. Alors des dissonances gratuites, notamment dans la partie pianistique, mais aussi dans les autres registres de l'orchestre et entre le piano et l'orchestre. Alors, il y a un contraste entre le début qui est assez magique, qui allie rapidité, nuance, et d'autres, la fin de ce mouvement, qui confine véritablement à la cacophonie. Alors, le second mouvement montre le même contraste entre une amplification de l'orchestre et du piano qui constitue un certain élan lyrique, et puis d'autre part, eh bien, on s'embourbe dans le marécage désagréable des dissonances. Alors, des motifs dignes d'intérêt dans le premier mouvement, mais toujours cette tendance aux dissonances gratuites, et cette œuvre donc qui démarrait dans la magie, eh bien, va terminer dans la cacophonie la plus totale.
Alors c'est une œuvre qui est tout à fait caractéristique des errements de nombreux compositeurs modernes qui sont tiraillés entre la nécessité du modernisme, il faut absolument faire du modernisme avec des cacophonies, et puis d'autre part eh bien, une certaine inspiration qu'ils ont réellement et qu'ils vont gâcher en raison de cette volonté de faire du modernisme au mauvais sens du terme. Alors nous en arrivons à l'œuvre revisitée, Giovanni Gambati, 1841-1914, alors une œuvre pour orchestre, l'ouverture, Cola di Rienzo. Alors qu'est-ce que l'on peut dire de Sgambati d'une manière générale? Eh bien pour moi c'est véritablement un génie complet, un des rares compositeurs de son temps, d'ailleurs qui a été loué par Wagner, et il excelle aussi dans le registre aussi bien du quintet, de la pièce pour piano, de l'orchestre, surtout dans le genre concertant pour piano, et en particulier son concerto magistral, que j'estime pour ma part quasiment égal au concerto numéro 1 de Tchaïkovski. Alors, ce concerto numéro 1 de Tchaïkovski, qui est un des plus célèbres d'ailleurs, et que je considère comme le plus grand concerto pour piano qui ait jamais été écrit. Alors revenons à cette œuvre, Cola di Rienzo. Alors une très longue ouverture qui est sombre, pathétique, aux accents funèbres, donc très wagnérienne, et qui se caractérise par un lyrisme très intériorisé. Et elle se présente comme une suite de sections qui sont traversées par des crescendos très wagnériens, c'est-à-dire crescendos qui vont s'enfler insensiblement, comme s'ils étaient mus par une force intérieure, et pas obligatoirement par une accélération du rythme. Alors, le style prend ses racines à des sources contradictoires. On pourrait citer tous les grands romantiques comme Liszt, comme Wagner et comme Tchaïkovski. Alors, pourtant, Wagner et Tchaïkovski, ça ne va vraiment pas ensemble. Et l'œuvre va s'épanouir vers un style pré-impressionniste qui pourrait même préfigurer Debussy ou Sibelius. Alors on pourrait rapprocher aussi cette symphonie de la symphonie numéro 2 de Franck. Alors Sgambati développe des motifs très lents, d'une manière très concentrée, avec une répétitivité qui est parfaitement calculée. Alors la couleur orchestrale reste relativement limitée, mais tout de même certains timbres sont bien représentés, donc pour certains instruments. Alors on remarquera quelques solis de la clarinette qui émergent de la masse orchestrale qui est plus dense, donc avec de nombreux plans superposés. Donc au final, eh bien, une œuvre qui séduit malgré son caractère grave et malgré le refus de tout effet extériorisé. Donc voilà pour cette lettre mélomane 2022-06. Merci de m'avoir écouté.